Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à tous et à toutes d'être là pour cette présentation d'une expérience d'apprentissage à partir de l'IA génératrice d'images sur Moodle. On va débuter par se présenter. Je vais laisser la parole à Oui, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Jean-Do Christelle, je suis docteur en information communication et également chef de la mission d'ingénierie pédagogique de l'École du Louvre. Je suis Marjolaine Tranchant, donc je suis ingénieure pédagogique à l'École du Louvre et administratrice de la plateforme Moodle de l'école. Et donc Jérôme Bacry, moi je suis directeur commercial chez Edunao, donc Moodle Partner Premium en France. J'en profite pour vous présenter rapidement Edunao. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes éditeurs de campus en ligne. Aujourd'hui, donc on est Moodle Partner. Notre métier, c'est de construire des plateformes sur un open source qui s'appelle Moodle, qui est assez répandu aujourd'hui, avec plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde, qui est très connu dans le monde de la formation initiale et de plus en plus dans le monde de la formation continue aujourd'hui. Notre statut de Moodle Partner nous permet d'avoir des relations justement très proches avec Moodle, de pouvoir travailler sur la roadmap, sur les évolutions et d'aider nos clients dans ce travail. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 500 plateformes et on travaille avec des clients de tout type, donc des clients comme la DGAFP avec des millions d'utilisateurs sur les agents publics, ou des travaux avec le ministère de l'Éducation nationale qui présentera demain les travaux qu'on réalise avec eux pour l'enseignement secondaire, et donc des centaines d'autres clients avec toutes tailles différentes. Aujourd'hui, donc l'École du Louvre qui nous donne la grande chance de pouvoir faire ces témoignages. Alors peut-être pour celles et ceux qui connaisseraient éventuellement pas, l'École du Louvre, en fait, c'est un établissement d'enseignement supérieur, mais qui est rattaché, qui a la particularité d'être rattaché au ministère de la Culture, qui a à la fois des élèves, 1600 élèves environ, mais aussi beaucoup d'auditeurs, 14 000 environ auditeurs chaque année. Donc voilà, on a cette particularité d'avoir deux enjeux au sein de l'école. Vous voyez en détail les matières que nous travaillons. Nous sommes un établissement qui vraiment forme à l'histoire de l'art et au métier autour de l'histoire de l'art. Et voilà, on voulait mettre en avant aujourd'hui aussi ce côté avec ces deux types de publics qui sont vraiment au cœur de nos enseignements et des cours qu'on propose. L'aventure qu'on vous raconte aujourd'hui, elle a débuté en 2020. Alors en 2020, on parlait encore très peu d'IA génératrice, même si ça existait déjà. On parlait beaucoup plus de la crise sanitaire. Et c'est comme ça que l'aventure entre l'École du Louvre et Edunao a débuté, lorsqu'il y a eu la contrainte pour l'École du Louvre de devoir faire des examens en ligne, du coup, en urgence. Donc c'est Edunao qui a été choisi pour réaliser ces examens, et qui du coup a été le démarrage d'une aventure qui dure encore et qui nous a permis en fait de travailler sur ces aspects contraintes, examens dans un temps très court avec l'École du Louvre, et de progresser petit à petit pour vraiment construire avec l'équipe de l'École du Louvre le campus numérique pour l'École du Louvre. Et c'est ça la valeur ajoutée que peut apporter Edunao pour ses clients, c'est vraiment de travailler sur les besoins, sur les usages, guider nos clients à travers tous les plugins qui existent sur Moodle, tout ce qu'on peut faire sur notre R&D, former les équipes à pouvoir utiliser et apporter de l'assistance aussi complémentaire. Et tout ça, bien sûr en assurant la maintenance des plateformes pour que ça soit vraiment pas un sujet technique pour les équipes de nos clients, mais que ça soit vraiment un sujet fonctionnel. Un exemple dans ce qu'on peut justement apporter pour nos clients en valeur, c'est toute la partie expertise, R&D et l'expérience de nos clients qui nous permet de construire et d'amener la valeur ajoutée proactive pour nos clients. Et donc de les aider à perdre moins de temps. Et l'exemple qu'on voulait partager ce matin, qui a été, je pense, intéressant pour l'École du Louvre, c'est le travail qu'on a pu réaliser sur un thème, qui est une nouvelle version de Moodle qui est sortie l'année dernière, qui apportait beaucoup de fonctionnalités sur l'UX et l'UI, pour ne pas laisser nos clients justement face à
cette montée de version et leur dire voilà tout ce qui existe, débrouillez-vous. En fait, on a construit avec les retours de nos différents clients et avec notre équipe de développement un thème qui permettait à nos clients qui souhaitaient l'utiliser de pouvoir paramétrer beaucoup plus simplement leur environnement. Donc, c'est bénéficier de cet environnement graphique qui est après personnalisé pour nos clients. Donc, c'est une valeur qui nous paraissait intéressante parce que ça fait vraiment gagner du temps pour nos clients et qui a été un succès avec l'école du Louvre. L'idée du coup de tout ça, de vous avoir raconté la genèse du projet, c'est aussi de vous dire que l'intérêt pour nous, c'est de donner du temps du coup à nos clients pour se concentrer sur autre chose que sur la technique, sur les plateformes, sur les plugins, et vraiment de se concentrer sur les usages et sur l'innovation. Et c'est là où le cas justement des travaux extraordinaires qui ont été faits par l'école du Louvre sont très intéressants et vont vous être présentés. Alors, je vais peut-être essayer de me lever parce que déjà, vous êtes très nombreux et nombreuses. Merci beaucoup d'être là. Pour info, il reste quelques petites places devant, si jamais, parce que je vois que des gens s'entassent derrière. Donc, si jamais, voilà, il reste quelques petites places devant et vous n'allez pas être interrogés, promis. Donc, vous pouvez tout à fait venir tout devant. Qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? On va vous présenter une page Moodle qui a la particularité de proposer plusieurs scénarios pédagogiques clés en main. Pourquoi cette page Moodle? En réalité, déjà comme tout un chacun, je pense qu'on commençait à entendre beaucoup de réflexions très diverses autour de l'IA. Et au-delà de nous, du fait de nous y intéresser, on s'est posé la question de ce que voulaient dire ces réflexions, notamment au sein d'une institution, mais aussi de la part d'élèves qui se posent eux-mêmes la question de est-ce que j'utilise ou pas, etc. Donc, on a eu l'idée de développer une page qui permette à la fois aux enseignants et aux enseignantes, éventuellement d'ailleurs de se former ou d'aller voir quelques ressources pour celles et ceux qui étaient peut-être qui avaient besoin d'un peu plus d'informations. Une page qui permet d'avoir des exercices concrets, notamment des exercices autour de la création d'un débat sur cet usage de l'IA, mais aussi des exercices d'application, c'est-à-dire qu'on s'est demandé, puisque chez nous, il y a un enjeu très important autour de la description des œuvres d'art, et la phase de description est une phase qui est complexe au début à apprendre pour les étudiants. Je ne vous apprends rien, puisque je pense que pour vous tous et toutes, c'est pareil également. Et donc, chez nous, c'est la description d'œuvres d'art. Cette phase, elle est complexe, et donc on s'est dit comment on peut créer des exercices qui pourraient être pris en main par nos intervenants, nos intervenantes, et puis des questions aussi autour du vocabulaire, puisque on va le voir, on va passer ensemble toutes les trames, hein, donc je vous rassure, on va prendre le temps de les voir ensemble. Mais ce qu'on s'est posé aussi comme question, c'était cette question du vocabulaire qui va être si important avec les prompts donc en IA, et donc le vocabulaire notamment en langue anglaise. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas aussi questionner, proposer des exercices de vocabulaire? Donc, c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. J'en profite pour dire que tout ce qui est univers graphique, hein, effectivement, c'est ce dont parlait Jérôme juste avant, qui a été énormément travaillé avec Marjolaine Tranchant. Marjolaine a fait en sorte que l'univers graphique ressemble à notre site internet qui est en train d'être refait. Donc il y a un écho direct, et donc c'était ce qu'évoquait Jérôme en disant qu'on pouvait personnaliser donc notre Moodle en l'occurrence, et Marjolaine a fait tout ce travail-là. Marjolaine, je vais peut-être te laisser évoquer les premiers scénarios. Oui, alors l'idée avec cette page, c'est de proposer pour les enseignants un matériau de réflexion sur la façon d'utiliser l'IA dans l'apprentissage. Donc, on a donc utilisé le format Moodle Tuile qui permet en fait de proposer des sections qui sont uniquement à destination des enseignants pour les aider à appréhender l'IA et à voir comment l'utiliser pour leur enseignement. Donc, il y a 3 tubes qui sont en fait cachés et qui vont permettre à l'enseignant de s'approprier cet outil-là pour imaginer des exercices. Donc, dans un premier temps, on va présenter la trame pédagogique avec les exercices, pour permettre à l'enseignant de
de comprendre un peu la façon dont il va pouvoir personnaliser ses exercices. Et on va faire aussi une petite présentation de ce en quoi en fait l'IA consiste. Alors je ne sais pas si vous êtes plus ou moins familier avec l'IA génératrice d'images. En fait, donc c'est une partie de l'IA qui repose sur le machine learning. Donc c'est cette capacité des machines à apprendre finalement. Donc on va entraîner une machine en lui donnant des données de départ et des réponses pour qu'elle beaucoup de données et beaucoup de réponses pour qu'elle trouve comment dire le rapport entre les données de départ et les réponses jusqu'à ce qu'elle ait trouvé ces rapports et qu'elle puisse ensuite être capable de prédire les réponses toute seule. Une fois qu'elle a fait ça, on peut l'utiliser pour différents usages qui sont déjà en cours dans la vie de tous les jours. Et dans le machine learning, il y a un axe plus précis qui est le deep learning, l'apprentissage profond, qui va reposer sur une technologie en fait qui imite un peu le fonctionnement du cerveau avec des neurones. Voilà, le fonctionnement des neurones. Et la particularité du deep learning, c'est qu'en fait, la complexité des données est telle que quand la machine va prédire une réponse, ne va plus être forcément capable de retracer tout le chemin qui a été parcouru pour arriver aux données sources. Bon, et ce deep learning a fait beaucoup de progrès, notamment avec toute une réflexion sur les images. Il est capable de faire reconnaître par la machine des images. Et à tel point qu'aujourd'hui, on est capable d'inverser, c'est-à-dire qu'au départ, on voulait que la machine reconnaisse des images. Aujourd'hui, on peut donner des mots à l'IA pour que l'IA ensuite génère des images. Donc on a inversé la mécanique. Donc nous, alors sur cette page, on ne recommande pas d'outils en particulier. Enfin, vous connaissez sûrement DALL-E, il y a Stable Diffusion, il y a Crayon qui est d'un accès très rapide et libre. Donc nous, l'idée c'est d'utiliser différents outils, puisque l'idée c'est de comprendre comment ça marche et de voir que justement d'un outil à l'autre, les résultats vont être très différents. Voilà. Non, tout à fait. Pour compléter ce qui est dit, c'est que notre optique dans cette page, c'est vraiment de donner toutes les clés pour avoir de la distance par rapport à tous les outils. Donc, par exemple, on cite les outils qui existent actuellement, qu'on a testés, et à chaque fois, quand on dit clé en main, c'est aussi la possibilité de dire, moi enseignante, je vais choisir celui-ci parce qu'il correspond davantage à mes attentes, ou je vais faire ceci ou cela dans tel exercice. Je te laisse. Voilà. Donc, pour vous présenter un premier type d'exercice qui pour nous était pertinent dans l'enseignement de l'histoire de l'art. Enfin, alors, donc pour rebondir sur ce que disait Christelle, dans un premier temps, on propose une activité qui permet aux étudiants de développer un regard critique sur ces outils-là en proposant différents matériaux. Qui vont être par exemple notamment un petit texte qui a été rédigé par ChatGPT sur les pour et les contre de l'IA génératrice d'images et notamment avec les enjeux dans le monde artistique et tout ce qu'il peut y avoir sur notamment les droits d'auteur, etc. Et donc on va proposer aux étudiants de réfléchir là-dessus et d'argumenter un petit débat pour ou contre l'IA, sachant que l'idée, c'est pas vraiment de trancher, mais de réfléchir. Et dans un deuxième temps, on va leur proposer vraiment une activité où ils vont un peu mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, c'est-à-dire de se lancer sur un outil et on va proposer une thématique. Par exemple, donc dans notre cas, ça pourrait être, alors voilà, dans l'histoire de l'art, ça va être le portrait maniériste ou les fêtes galantes, etc. Et on va demander aux étudiants de prompter une image, donc de décrire une image à l'IA pour qu'elle génère une image qui corresponde aux caractéristiques stylistiques du thème. Donc, on va pouvoir voir quelques exemples. Oui, et donc j'en profite dans ce que vous voyez, en fait, il y a aussi à chaque fois, donc quand vous cliquez dans le dossier, on a mis plusieurs ressources. Et bien évidemment, quand vous copiez la page en tant qu'enseignant et que vous avez les droits, vous pouvez changer ces ressources. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même mettre celles qui vous intéressent si vous estimez qu'il y a un moment donné où vous voulez ajouter des éléments. Et pareil, tout est bien évidemment modifiable quand on a les droits enseignants avant de lancer son cours.
Donc, imaginons que des élèves aient réalisé cette activité. Voilà un peu ce que ça pourrait donner. Alors, attendez, on va juste repasser sur le diaporama, ce sera plus simple. Donc, imaginons qu'on est donné comme thématique Annonciation italienne de la Renaissance, qui peut avoir donné lieu à différentes images. Alors voilà, selon les connaisseurs ou pas, vous pouvez apprécier de la qualité. Donc là, voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'ensuite, l'enseignant puisse faire un retour. Évidemment, les images, elles sont pas totalement satisfaisantes, mais dans chaque image, il va y avoir des points forts. Par exemple, voilà, dans l'image précédente, on va retrouver des éléments d'architecture qui sont effectivement caractéristiques de la représentation de cette scène dans la peinture italienne, avec la colonne qui sépare en général l'ange Gabriel et la Vierge Marie. Voilà, des choses comme ça. Alors que dans l'image précédente, la position de Marie, effectivement, est assez représentative. Voilà, et l'enseignant va pouvoir souligner des points forts et comme ça repasser et faire un point sur les caractéristiques de cette scène dans l'iconographie. Voilà. Et ce qui veut dire que dans ce que dit Marjolaine, vous voyez, quand on monte l'image et le prompt au-dessus, ça va être le cœur du travail. C'est-à-dire qu'on n'utilise jamais que l'un ou que l'autre. C'est-à-dire que les éléments qui ont permis de générer l'image, tous les mots qui ont permis de générer l'image vont être au cœur à chaque fois de l'exercice parce que c'est ce qui va vraiment participer de justement cette prise de recul progressive, ce travail sur « ah oui, tel mot ça allait, mais en fait tel autre mot n'était pas présent », etc., etc. Voilà, quitte à régénérer ensuite en direct avec les étudiants un nouveau prompt face à tous les éléments, tous les mots qui ont été identifiés comme étant pertinents pour générer l'image qui incarnerait le mieux possible la thématique voulue. Donc là, on avait portrait maniériste, donc voilà, différents essais, avec le retour d'une enseignante. Une comparaison avec un vrai portrait qui incarne d'ailleurs un petit peu cette thématique. Et donc on voit que l'élève ne s'en est pas si mal sorti. Mais voilà. Donc ça c'est un premier exercice un peu qui peut être dans un esprit un peu brise-glace. Ensuite, on va passer sur un exercice plutôt lié à l'aspect anglais, de la langue anglaise, puisque les prompts sont meilleurs dans cette langue-là. Alors, en effet, la première question souvent qu'on nous pose, c'est oui, mais est-ce qu'on peut prompter en français ? Il n'est pas impossible de faire un prompt en français, bien évidemment. Mais ces outils, puisque la base des ressources qui leur ont été données fonctionnent en anglais, ils fonctionnent, étaient des sources anglaises, excusez-moi, ils fonctionnent d'autant mieux avec de l'anglais. Donc, ça peut être aussi un travail à faire avec nos collègues de langue sur ces enjeux-là. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a proposé un exercice autour du vocabulaire anglais, notamment, et autour aussi d'une approche de l'architecture en anglais. En fait, nous, on se rend compte que nos élèves, et je pense que c'est pas du tout étonnant, ont du mal avec les mots de vocabulaire précis. C'est-à-dire que quand il faut décrire des éléments précis, c'est pas forcément évident pour eux au début. Donc, l'idée, c'était de partir d'une production ici, au contraire de ChatGPT. Donc, ask the AI to produce, as an ecology student, a comment of one of the following monuments. L'idée, c'est de choisir effectivement n'importe lequel des monuments, d'aller demander à l'IA de produire un commentaire de ce monument. Et donc, si on prend par exemple le premier exemple, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui a été demandé et qu'est-ce qui est produit derrière. Et donc, si on a, par exemple, un exemple, ici, l'enjeu, ça ne va pas être de se dire oui, le commentaire peut être produit par ChatGPT, parce que ça, c'est pas nouveau. Ça va être de se dire, OK, nous, à plusieurs, si on doit évaluer ce commentaire, qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qui est bien dans ce commentaire? Quels sont les mots qu'on va garder? Et au contraire, qu'est-ce qui ne va pas dans ce commentaire? Bien évidemment,
l'enseignant, l'enseignante joue le jeu. Alors ici, ce qu'on s'est dit, c'est que nos enseignants de langue, pour certains, sont spécialistes en histoire de l'art, mais pour d'autres, pas du tout, ce qui se comprend tout à fait. Donc, du coup, notre spécialiste en histoire de l'art a fait le travail pour aussi débriefer ce qui était proposé par ChatGPT sur ce commentaire-là, du coup, en aidant notre collègue de langue. Je pense qu'on a le retour de Marion là-dessus. Est-ce qu'on l'a? Oui, voilà, super. Donc là, vous le voyez effectivement en caché. Donc pour vous, c'est un peu plus clair parce que les étudiants ne sont pas censés voir ça. Hein. Là, on vous le montre, mais bien évidemment, les étudiants sur la page, eux, ne le voient pas. Donc, je ne sais pas si vous le voyez de loin, excusez-moi. Je passe devant la caméra, ça ne suffit pas. Ça va, vous le voyez. Donc voilà, en fait, ce qu'on va voir ici, c'est si les élèves sont capables d'aller comprendre le problème dans le commentaire qui est proposé. Et donc, plutôt que de dire, tiens, ChatGPT fait un commentaire, on va se dire, oui, mais derrière ce commentaire, qu'est-ce que ça vous apprend, vous, sur ce qu'on vous demande d'habitude dans un commentaire d'œuvre? Et donc, l'idée, c'est qu'eux fassent ce chemin-là et comprennent progressivement quels étaient les points forts du commentaire, mais aussi qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, notamment, par exemple, être plus précis dans la demande, etc. Et donc, progressivement, à la fois de comprendre comment fonctionne, certes, l'IA, mais surtout de comprendre ce qui leur est demandé réellement dans leur apprentissage. Et qu'eux soient capables d'avoir ce recul dans leur apprentissage. Bien évidemment, si vous avez des remarques ou des questions, on sera là aussi pour vraiment commenter tout ça, parce qu'on est au contraire très avide de vos retours. Et on voit là qu'en fait, on joue du coup sur les deux IA, l'IA génératrice d'images, mais aussi de texte, puisque c'était aussi effectivement intéressant d'envisager la description du point de vue aussi de la génération de texte, tout simplement. Donc on utilise aussi ChatGPT dans ces exercices-là. Tout à fait. Et du coup, la dernière partie, une fois qu'ils ont analysé, c'est bien à eux, par contre, de produire le commentaire. Donc là, on met de côté après l'IA, et c'est à eux, à partir de leur analyse, de leur évaluation du commentaire, de produire réellement un retour qui est plus construit, plus dans le critère qui est attendu d'eux. Voilà pour un des exemples. Et puis, voilà, avec plaisir. Et puis, pour en reparler. Et dernier scénario qu'on souhaitait vous présenter ici aussi, c'est ce scénario autour de la description d'une image, donc la description en histoire de l'art, qui est effectivement un des aspects essentiels. Donc là, on va aller demander aux élèves de choisir ou on va donner directement aux élèves une peinture et on va leur demander de la décrire. De la décrire pour faire en sorte que l'IA générative puisse la produire. Donc, ils partent... Alors là, on est parti d'un exemple très basique. On est parti de la Joconde, mais bien évidemment, l'exercice peut être fait avec n'importe quelle peinture. Donc, vous allez partir de la Joconde et vous allez décrire la Joconde comme l'exercice que vous devriez faire normalement dans cette phase de description d'œuvre, excusez-moi. Et donc, vous allez finalement demander à l'IA générative de produire une image à partir de cette description. Alors oui, tenez-vous bien, les résultats sont étonnants. Voilà, donc des exemples de ce qu'on a pu avoir. Après, l'IA générative d'image, elle s'améliore au fur et à mesure. Donc, par exemple, au niveau des doigts, vous voyez que là, c'est pas tout à fait ça. Mais je crois que cet aspect-là, par exemple, a beaucoup évolué depuis qu'on a produit ces exemples. Et donc, on va pouvoir... Je me permets juste parce que c'est important, en sachant que ces exemples-là, c'était il y a 2 mois. C'était pas il y a 6 ans. En l'occurrence, il y a 6 ans, non, mais en tout cas, c'était vraiment il y a 2 mois uniquement. Voilà, donc là, on peut aussi imaginer tous les retours que ça va permettre de faire et tous les points du commentaire qui peuvent être abordés par l'enseignant lors du feedback qu'il va donner aux étudiants en regardant les images produites. Donc, en revenant sur des aspects assez fins, comme les détails vestimentaires, etc. Parce que par exemple, quand on oublie de préciser la couleur de la robe de la Joconde, l'IA peut très bien, elle a déjà mis des robes à fleurs à la Joconde. Donc on va dire, oui, la robe est sombre, etc. Donc voilà, en tâtonnant, on arrive à affiner le prompt.
Et ça permet aussi, là, mais de façon assez évidente, de mettre en avant aussi les limites de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, le prompt doit être assez court. Donc, les étudiants doivent se concentrer sur des points vraiment saillants de la description. Donc, vraiment beaucoup plus court que ne doivent les produire, que les commentaires qui devraient être copiés par les étudiants. Et voilà, et elle va produire des choses voilà, qui sont pas conformes à la vérité scientifique, mais donc l'intérêt est surtout pédagogique pour voilà, revenir et corriger ces points avec l'enseignant. Oui, quand en l'occurrence là notre collègue Marion Beaufils a fait elle-même le travail, elle s'est dit tiens en fait voilà tous les points que je peux mettre en avant finalement dans ces exemples. Et elle-même ne s'était pas dit que la production d'exemples pourrait lui permettre d'aller voir avec ses élèves tous ces points-là. Et du coup, finalement, peu importe que le rendu de l'IA soit moche, parce que pour certains, vous l'avez vu, ils sont vraiment pas terribles, c'est plutôt, tiens, ça, je vais aller, est-ce que voilà, la mention peinture a été faite. Elle-même s'était rendue compte qu'au début, elle n'avait pas parlé du cadre, elle n'avait pas parlé de la taille. Donc voilà, toutes ces choses-là, et l'idée c'est que ce soit bien évidemment itératif, c'est-à-dire que l'élève reprend sa description et avance et se demande s'il peut aller un peu plus loin. Je crois qu'on a deux exemples un petit peu mieux, entre guillemets. Alors, on les a sur la page. Oui, on va vous faire un petit exemple pour que vous voyez aussi. Ce que je voulais vous dire aussi, par exemple, c'est qu'un des éléments qui nous a semblé vraiment essentiel dans ce travail itératif à faire avec les élèves, c'est que, oui, à l'école du Louvre, on appelle les étudiants les élèves, donc c'est pour ça que je dis toujours aussi les élèves. Par exemple, la question du sfumato, c'est que tous les prompts qui sont faits, et quelque part, c'est certainement une très bonne chose, le rendu, comme il est hyper réaliste avec les IA génératives d'images, ne rendra jamais ça. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est quand l'élève est capable de dire « En fait, ce ne sera jamais un sfumato, parce que si c'était un sfumato, on verrait cet effet-là dans la peinture. » Et en fait, quand l'élève arrive à dire ça, c'est que l'élève, quelque part, on a gagné, parce qu'on a su qu'il avait acquis cet aspect-là de son œil en voyant l'image. En l'occurrence, si je vous montrais vraiment le tableau, on en est loin. Mais ce qui est intéressant, c'est quels sont les éléments qui ont permis à la personne de dire « Ah, c'est un Vigée Lebrun ». Et donc, c'est ça, en fait, qu'on va les questionner. C'est à partir du moment où l'élève dit « Ah, je pense que c'est un Vigée Lebrun ». Ok, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a fait reconnaître dans cette image des éléments caractéristiques ? Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'assure de cet apprentissage. J'allais dire, et donc on va vous faire un exemple, mais peut-être que tu veux compléter un peu. Non, mais c'était simplement pour dire que effectivement, on peut aussi pour travailler les images partir de l'image pour essayer de deviner quel a été le prompt. Donc prompt image, prompt. Voilà, on peut décliner les exercices dans tous les sens. Alors donc. Donc, on vous propose, si vous voulez tester, vous pouvez reprendre la Joconde, vous pouvez... On avait aussi pensé au désespéré. Enfin voilà, pensez à un tableau qui vous plaît. Peu importe, à vrai dire, il n'y a vraiment aucun enjeu. On peut essayer aussi un Monet. Tout à fait. Un tableau de Monet qui vous plaît particulièrement, un Nymphéa par exemple. Mais vraiment, sentez-vous très libre. Ce qu'on vous propose, c'est de tester une IA, mais qui n'a pas besoin de création de compte. Alors, c'est pas, on va dire, la plus performante en termes de résultats, mais l'avantage, c'est que personne n'est obligé de se créer un compte. Il y en a certaines qui sont de plus en plus performantes, mais bien évidemment aussi derrière, il y a tout cet enjeu de création de compte, de données, etc., voire de paiement. Donc après, il y a des enjeux éthiques, et là, c'est le chemin de chacune à faire. Nous, voilà, on voulait vous proposer quelque chose de gratuit et sans compte. Si jamais, pour celles et ceux qui auraient éventuellement une difficulté avec le QR code, c'est Crayon, donc c'est Rayon, vous devriez la retrouver. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un tableau en tête et d'essayer de le décrire, en tout cas de faire votre prompt pour le produire, le faire produire, j'ai envie de dire, à cette IA, et puis de nous montrer quelques résultats pour qu'on puisse échanger ensemble sur cette question.
On vous laisse quand même 2-3 minutes, hein, il faut quand même... Vous avez une petite place juste devant, monsieur. Donc, autre exemple, effectivement, le désespéré. On ne choisit jamais les cookies, là on le fait exceptionnellement, mais sinon on dit non. C'est parce que c'est mon ordi. Ouais. Mais là, c'est pas notre ordinateur, Exactement. donc Jérôme, Ah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, sentez-vous très libre, il n'y a aucun enjeu, on ne va pas venir. Mais l'idée, c'est justement de voir ce qui est produit et qu'on puisse en parler ensemble. Et même, en fait, vous pouvez vous apercevoir de combien ça demande de regarder l'œuvre, rien que le fait de se demander comment on va La décrire. la compter, en fait. Et rien que ce travail, en fait, de regard sur l'œuvre, c'est déjà tout un travail de mémorisation et d'appropriation de l'image qui est fait par l'élève, en fait. Donc, rien qu'en soi, c'est déjà très bénéfique, en fait, pour leur apprentissage. Est-ce qu'il y a des premiers résultats? Vous avez l'air très concentré. Alors, la question préalable, c'est est-ce que ça marche aussi pour la peinture abstraite? À vrai dire, il y a plus de chances que ça marche bien pour la peinture abstraite parce que c'est plus récent et donc le corpus à disposition est plus important. Donc, oui, ça peut marcher et ça peut être assez intéressant. Alors après, on a eu, à juste titre, hein, votre question, elle est assez intéressante parce que du coup, il peut y avoir aussi des volontaires qui essayent des choses comme « Ah, mais je vais essayer carré blanc sur fond blanc. » Bon, voilà. Et donc, bien évidemment, après, la question là de l'exercice, c'est savoir qu'est-ce qu'on va choisir comme élément saillant pour être représenté. Mais par exemple, il y a des IA qui, en plus, maintenant, propose de choisir le type de peinture qu'on veut. Donc, on y va de plus en plus, hein, ça sera de plus en plus possible. Nous, à l'échelle de l'établissement, on souhaitait aussi créer une page qui crée du débat sur quel va être notre usage, notre rapport par rapport à l'IA. On a choisi aussi volontairement des IA où on ne paye pas. Hein. C'est important aussi parce qu'en fonction des établissements, il y a des choix qui peuvent être faits. Et donc, quand on a les dernières mises à jour ou qu'on a un nombre de tokens, par exemple, très important, on n'a pas on n'a pas les mêmes possibilités. Donc, nous, on choisit volontairement. Là, c'est ce choix dans cette page, parce qu'on s'est dit, on ne sait pas quel enseignant, quelle enseignante sera derrière son ordinateur, et donc, est-ce que cette personne aura accès ou pas? Mais déjà, rien qu'en 2 mois, nous, on est très impressionnés de voir la différence pour des outils gratuits. On est très impressionnés de voir la différence. Alors, pour cette dernière version de ChatGPT 4, oui, c'est-à-dire que là, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est à l'échelle de l'établissement, on a déjà avancé sur cette question. Et donc, ce qu'il faudrait, en tout cas à mes yeux, c'est du coup qu'on fasse ce lien avec les élèves en disant quand on choisit de remplacer par des Lego, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on change à l'œuvre, quels étaient initialement les points clés de l'œuvre, etc. Donc, je pense qu'on peut tout à fait accompagner ça au contraire. Mais en tout cas, nous, volontairement, hein, on est sur des IA gratuites et donc un peu plus limitées, on va dire. Mais peut-être que si tu as... Non, après, c'est vrai que là, les exemples d'exercices qu'on donne se basent finalement assez peu sur la performance de l'IA en termes de qualité. Enfin, on est vraiment dans l'interrogation sur l'IA générative d'image en général. Mais c'est vrai qu'on pourrait affiner encore les exercices avec des outils plus performants. Jérôme, tu étais sur le désespéré aussi? Alors, est-ce que tu n'as pas reconnu? Non, mais parce que ce qui est intéressant, c'est justement de voir en fonction des termes choisis. Le désespéré n'est pas si désespéré ici. Mais donc là, ce qu'on va aller questionner, c'est donc toujours ce lien, le texte qui a été entré et le résultat. Quel texte? Et donc, on va aller certainement, si on était en exercice concret, on irait voir le prompt de Jérôme. Qu'est-ce que vous avez? OK. Alors, qu'est-ce que vous pourriez, au contraire, entrer comme vocabulaire pour que ça amène davantage
vers l'envers. le désespéré. Ah oui, là c'est en miroir, donc vous ne pouvez pas voir. Et notre collègue historienne de l'art saluerait certainement vous avez lu quelque chose sur le clair-obscur? Non, Non. même pas. Il y a fait le travail. Alors, j'ai mis un fond sombre. Ah, donc il y avait quand même quelque chose. Il y avait une tentative, en tout cas ça c'est. Et s'il y en a qui veulent montrer leurs résultats, on peut les Oui, est-ce qu'il y a voir. d'autres volontaires pour, voilà, c'est juste super. Hop. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? J'ai oublié la perle. J'ai oublié la perle. Eh ben ouais. La jeune fille et la perle. Et Ouais. dans mon plan de départ, j'ai pensé au XVIIe siècle, à la servante, aux voiles bleues et aux yeux bleus. C'est vraiment, et le background aussi un peu foncé. Mais effectivement, on se rend compte de tous les détails qu'il faut ajouter pour s'approcher beaucoup plus du tableau original, et notamment de la perle. Mais alors, ce que vous dites là est une remarque qui est très juste à propos de tous les. Pardon, votre téléphone, je ne veux pas vous. C'est comme ça qu'on augmente nos salaires. On fait les salons et on prend les. Et donc, effectivement, ce que vous dites est vraiment très important, c'est que il y a des évidences dans les tableaux qui, mais spontanément, et dans tous les exemples, hein, c'est pas vous particulièrement, tout le monde. En fait, on ne les dit pas parce que ça paraît tellement évident, justement, notamment quand ce sont des tableaux particulièrement connus, parce que, alors, soit on les apprécie, etc. Donc, on va penser à certains éléments. Et là, d'où l'intérêt du littératif, c'est que là, on pourrait reprendre avec vous et dire, voilà, et vous-même d'ailleurs, en plus, spontanément, mais même entre camarades, vous voyez l'idée d'être en groupe de 2 ou 3, de dire, ah ben, la perle, enfin, voilà, et puis si, tiens, on pourrait peut-être mettre tel mot, etc. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Un autre volontaire? Non? Vous voulez le garder pour vous? Allez, un exemple. Je sens qu'il y a un exemple. Est-ce qu'il y a un exemple par ici? Vous voulez? Sauf si ça vous ennuie. Hein. Je viens juste de taper un truc, donc ça Ah, ça c'est facile. Ok. Donc effectivement, si vous voulez générer un autre prompt, on regarde ça dans quelques secondes. Vous avez vu, des fois c'est un petit peu lourd, ça dépend. Là aussi, on ne capte pas forcément très bien en même temps. Oui. Alors, allons-y. Ah, oui. Ah ben non, mais là, il y a des moyens. Hop. Et je vais vous le montrer aussi, puisqu'on le verra un peu. Voilà. Alors là, effectivement, on voit aussi qu'il y a, voilà. Mais voilà la dernière mise à jour. Enfin, c'est assez fou. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est capable de faire en quelques mois, hein, une IA, c'est assez. Voilà, c'est aussi pour ça que nous on souhaitait interroger les élèves dessus et leur proposer des espaces de réflexion. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas se dire que ça ne fera pas partie de leur futur. Donc, si on veut les conscientiser sur le fait que quand on a à disposition tout un tas de possibilités, de connaissances, ce qu'il va peut-être falloir, c'est être vigilant face à ces connaissances et donc plutôt savoir les trier, les analyser, les composer autrement. Et bien du coup, voilà, ce sont des pages qui visent aussi à dire, bon, prenons autrement la question du savoir, progressivement, faisons-en un débat, etc. Hein. L'idée, c'est de changer progressivement ensemble. Vous voulez nous montrer du coup le résultat? C'est joli. C'est vrai, il ne prend pas les mains. Il a une très grosse moustache. Et puis, en plus, ce qui est assez intéressant derrière les exemples, c'est qu'on va pouvoir aussi aller travailler justement. Hein, vous pouvez aussi travailler une approche très décalée. Vous pouvez aussi vous demander, bah, tiens, si je fais un anti-tableau maniériste, par exemple. Et donc, ne serait-ce que pareil, c'est comment je prends des éléments caractéristiques et je les retourne. Donc, a priori, et je les inverse. Et donc, a priori, ça veut dire que les élèves ont avancé sur ce qu'étaient les caractéristiques de base de ces éléments pour pouvoir les inverser. Donc, en fait, on peut aussi en faire un élément, certes, ludique d'approche, parce que ils testent aussi, puis notamment dans les premiers résultats, hein, vous avez vu vous-même, bon, parfois on rigole un peu parce qu'on se dit, bon, c'est pas terrible, mais derrière ça, finalement, ils travaillent quand même
tout leur apprentissage. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Pardon, je ne voulais pas. Merci, merci. Il y a une question peut-être? Comme il y a un micro, je vais vous passer parce que je crois qu'on entend très mal. Si vous pouvez faire passer à votre collègue derrière. Merci. Pardon. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez détailler peut-être les plateformes que vous utilisez sans payer? Parce que j'avoue que Dali, c'est payant. Enfin, je ne suis pas doué, votre version gratuite. Les crayons, ça donne des yeux complètement explosés. Enfin, voilà, quelques essais, je vois que je n'ai pas du tout les mêmes résultats que ce que vous avez. Et, Vous avez Stable Diffusion qui est gratuit et où ils ont fait pas mal de progrès sur le fait de simplifier le prompt. Stable Diffusion. Et après, vous avez l'outil Bing Image Creator qui est l'IA en fait de Microsoft. Donc là, vous êtes obligé de créer un compte Microsoft, mais c'est gratuit. Et derrière, c'est la technologie DALL-E. Donc je pense pas les dernières mises à jour, mais en tout cas c'est gratuit. Il y a un nombre de générations limitées. Oui, il y a un nombre de générations limitées, mais vous pouvez bien tester et les résultats sont pas mal. Ah, pardon, on vous a pas entendu. Et celle d'Adobe aussi. Celle d'Adobe aussi. Ok. Oui, alors celle d'Adobe, alors voilà, si vous avez bien évidemment la suite, enfin voilà, il faut. Ah, bah je pensais, alors ok. Ok, d'accord. Donc effectivement, l'outil la génération d'images chez Adobe est aussi gratuite. Je pensais qu'il fallait avoir la suite Adobe, autant pour moi. Ok, parfait. Merci énormément pour Merci à votre tous. écoute. Merci beaucoup à Marjolaine et Christelle pour ça. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour voir toutes les autres magnifiques innovations. Merci à tous. Ce sont plus de 2 millions d'usagers qui bénéficient des dernières évolutions technologiques grâce à Edunao. Edunao, pour que vos apprenants soient acteurs de leur réussite.